Bonjour à tous et bienvenue, chers téléspectateurs, pour un nouveau numéro de votre émission À vos droits. Le dernier film d'Olivier Dahan, Simone, Le voyage du siècle, sorti le 12 octobre dernier, nous présente un aspect méconnu et pourtant essentiel de la carrière de Simone Veil, son combat pour l'accès aux soins des personnes incarcérées. Et c'est précisément le thème de l'émission du jour. Alors avant de présenter et d'interroger mes invités, faisons un tout petit rappel historique d'abord. La santé des personnes détenues n'a longtemps pas été une préoccupation, hélas, et encore moins un droit. L'insalubrité, les souffrances physiques, les souffrances psychiques faisaient partie intégrante de la peine. On était bien loin de ce que Clémenceau voulait faire des prisons, c'est-à-dire des maisons de guérison. C'est tout récemment, le 18 janvier 1994, qu'une loi a intégré le patient détenu au système de santé du droit commun. En clair, ça veut dire que sa santé n'est plus gérée par le ministère de la Justice, mais bien, comme tout un chacun, par le ministère de la Santé. Nos deux invités du jour sont avec moi en Master 2 droit de la responsabilité médicale à l'Université catholique de Lille, Adèle Debout et Zoé Andrès. Bonjour à toutes les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Paul. Alors chers invités, on commence tout de suite le débat. Les objectifs fixés en 1994 sont-ils selon vous atteints ou l'accès aux soins des personnes détenues reste-t-il complexe? Adèle? Alors en fait Paul, la réponse à cette question elle est multifactorielle puisqu'on va avoir de nombreux éléments qui vont venir complexifier la prise en charge des personnes détenues. En réalité, on doit prendre en compte deux paramètres essentiels contrairement à la population générale qui sont le premier, c'est la situation sanitaire du détenu qui demande des soins et le second, c'est les contraintes de sécurité qui sont inhérentes au milieu carcéral. Donc en réalité, quand on parle de santé en milieu carcéral, on parle d'une balance permanente entre d'un côté des enjeux de santé publique et de l'autre des préoccupations d'ordre sanitaire. Et pour certains, en réalité, c'est toujours la sécurité qui va prévaloir. Sandrine Drey, qui est cadre supérieur à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, elle dit en effet que l'univers carcéral, elle efface la prépondérance du soin et elle érige la sécurité comme priorité. Ce qui change, on le comprend profondément, l'approche du soin. D'accord, donc la balance d'un côté besoin de santé du détenu, de l'autre côté impératif de sécurité de la prison, est la seule façon de prendre en compte l'accès aux soins des personnes détenues. Zoé, vous en pensez quoi? Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais ce n'est pas la seule manière d'aborder le problème. D'accord. On a la surpopulation carcérale qui complexifie énormément l'accès aux soins des personnes détenues. Aujourd'hui, on a les populations qui sont occupées à 119,2%, ce qui est relativement énorme. Après, il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait examiner. Mais un autre qu'il faut retenir pour avoir une vision à peu près complète, c'est le gros mot des comorbidités. Alors, allez-y, qu'est-ce que c'est les comorbidités en fait? Alors, les comorbidités, c'est un état de santé général. À son entrée en prison, un détenu sur 7 souffre de troubles mentaux et ce trouble est souvent accentué ou révélé par des conditions difficiles de détention. En fait, la plupart des détenus ont en réalité au moins 4 comorbidités à leur arrivée en prison. Et en réalité, 80% des détenus souffrent d'une addiction, de problèmes sociaux ou encore de stress post-traumatique. D'accord, donc en fait, pour résumer le contexte, on a ce que vous disiez, Adèle, c'est-à-dire un problème de sécurité pénitentiaire qui limite l'accès aux soins des personnes détenues. Exactement. Et ce que vous dites, Zoé, c'est-à-dire les comorbidités, un mauvais état de santé général des personnes incarcérées. Mais maintenant, en fait, concrètement, comment un détenu a-t-il accès au système de santé ? Ok. Alors Paul, le premier accès du détenu au système de santé, c'est en fait au tout début de son incarcération, puisque tout détenu doit passer obligatoirement une visite médicale, et d'ailleurs il en repassera une à sa sortie. D'accord, donc en fait je suis détenu, j'arrive en prison, je passe une visite médicale, mais imaginons que 2 mois après mon début d'incarcération, je tombe malade. Je vais où à ce moment-là? Je vais à l'hôpital comme tout le monde? Il y a une infirmerie au sein de la prison? Enfin, comment ça marche concrètement le système de santé en prison, Adèle? Donc c'est pas exactement ça. En prison, on a 2 structures de santé. La première, c'est l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire. Donc on dit aussi USMP. L'USMP, elle va être en charge de tout ce qui est soins somatiques, c'est-à-dire tout ce qui touche au corps humain. Et également, elle va être en charge d'assurer tous les soins d'action et de prévention, d'éducation à la santé. Donc pour le dire autrement, l'USMP, elle est en charge d'assurer les soins dits courants. En deuxième lieu, on a les services médico-psychologiques régionaux. On dit aussi SMPR. Et les SMPR, ils sont chargés d'assurer les soins psychiatriques. D'accord, donc USMP, SMPR, et ces 2 structures, elles se trouvent à l'intérieur des murs de la prison, elles se trouvent où? Exactement, à l'intérieur des murs de la prison. Ok, donc quand je suis détenu, je suis jamais envoyé à l'hôpital en fait. Alors en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, Paul, puisqu'on a 3 niveaux à l'hôpital. Et en fonction de cette note sur 3, on va voir où le détenu va être envoyé. Donc bien sûr, les hôpitaux ont des partenariats avec les hôpitaux ont des partenariats avec les prisons. Un détenu peut aller à l'hôpital. Si on ne sait pas gérer la situation au sein de l'USMP ou du SMPR, on envoie le détenu à l'extérieur. En fait, en réalité, si on a une note de 1 sur 3, on est orienté vers l'USMP et une extraction est possible si les soins requis ne sont pas disponibles dans la structure.
À 2 sur 3, on est face à une hospitalisation à temps partiel. Donc là, on quitte l'établissement pénitentiaire, on est extrait via le fourgon et on a une chambre comme la population générale, elle est simplement sécurisée. Enfin, à 3 sur 3, on est sur une hospitalisation à temps complète de plus de 48 heures qui peut se faire dans une chambre sécurisée ou dans un hôpital sécurisé interrégional. D'accord, donc une note sur 3 en fonction de l'état de gravité du détenu. D'accord, et donc pour les niveaux 2 et 3, on a une extraction du détenu et son transport systématique vers un hôpital, Adèle ? Ouais, exactement. Et c'est là où se joue véritablement la balance dont nous parlions tout à l'heure entre enjeux de sécurité et enjeux de santé publique. Parce que l'extraction, elle va complexifier et elle est toujours un moment sensible, puisqu'elle va nécessiter la coordination de nombreux acteurs. Notamment, on va devoir concerter le médecin de l'établissement pénitentiaire, les surveillants pénitentiaires, prévoir l'escorte pénitentiaire au besoin et également l'ambulance. Et enfin, on va devoir préparer l'accueil du détenu avec les médecins de l'établissement de santé où on va l'extraire. Et bien entendu, ça va de soi, plus un détenu est considéré comme dangereux, plus le processus d'extraction de ce détenu va être complexe et va être lourd. Et donc, on remarque aussi qu'en plus du fait que les demandes d'extraction soient extrêmement nombreuses, on a aussi des demandes d'extraction judiciaire. Donc là, les demandes d'extraction judiciaire, elles vont permettre aux détenus d'assister à une audience, de participer à une reconstitution. Et donc, on remarque que souvent, on fait prévaloir les extractions judiciaires sur les extractions sanitaires. Attendez, on s'arrête un instant. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on préfère juger le détenu plutôt que de le soigner ? Parfois, oui, on n'a pas le choix. Est-ce que le détenu a les mêmes droits concernant sa santé que la population générale, Zoé ? Alors, en théorie, oui, mais en pratique, encore une fois, bon courage pour choisir librement votre médecin. D'ailleurs, le secret médical en prison est un véritable secret de polichinelle, puisque quand vous êtes un détenu dangereux, les gardiens restent avec vous lors de vos consultations médicales, ce qui fait que les détenus ont bien évidemment peur de confier leurs blessures les plus intimes ou leurs secrets médicaux, et franchement, on les comprend. La France a d'ailleurs été condamnée par l'Europe en 2002, car on porte atteinte à la dignité des patients. Dans ce dossier, un patient leucémique avait été enchaîné à son lit pour faire de la chimiothérapie. On a également vu des femmes enceintes se voir enchaînées lors d'un accouchement. D'accord, donc en fait, c'est assez édifiant ce que vous êtes en train de nous dire sur le système de santé en prison. Je vois que l'heure tourne, un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est important. Là, on a parlé des soins généraux, mais est-ce qu'on pourrait aborder les soins un peu plus spécialisés ? Je ne sais pas, les soins bucco-dentaires, les soins psychiatriques. Adèle, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a le même accès ? C'est là qu'est toute la question, puisqu'on l'a vu, on en parle, l'accès aux soins généraux, il est extrêmement complexe. Et en matière de soins spécialisés, c'est une situation qui est en réalité encore plus difficile. Puisqu'on a déjà l'impératif de sécurité dont nous parlions. On a également les caractéristiques qui sont spécifiques à cette population qui est particulière. Et en matière de soins spécialisés, la situation, elle est en réalité plus délétère puisqu'elle est très disparate sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par disparate, Adèle ? Vous parliez tout à l'heure de soins bucco-dentaires. Et en fait, on remarque une très grande disparité à l'échelle territoriale. Donc en France, certains établissements sont mieux lotis que d'autres. Si parfois on a la chance d'avoir un dentiste présent dans un centre pénitentiaire, en réalité, les conditions nécessaires pour assurer une continuité, une bonne qualité des soins, elles ne sont pas toujours réunies. D'accord. Zoé, je vois que vous voulez intervenir. Oui, j'aimerais apporter une précision. C'est vrai que le lieu d'incarcération influe beaucoup sur la situation. En fait, le terme prison est assez général puisqu'on a plusieurs types de prisons. On a les maisons d'arrêt, les centres de détention, les maisons centrales. Dans les lieux de privation de liberté temporaire, donc qui par définition sont temporaires et où les patients ont vocation à rester très peu de temps, le détenu est dans une structure qui est moins adaptée à la prise de soins, car c'est compliqué. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les maisons d'arrêt. D'accord. Ce que vous voulez nous dire, c'est que les structures sont moins adaptées parce que le détenu n'a pas vocation à y rester. Donc il y a un moins bon accès aux soins, c'est ça ? D'accord, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des soins en matière psychiatrique, Zoé ? Alors là, la situation est encore plus désastreuse. On a rappelé tout à l'heure que la population carcérale est particulièrement marquée par des pathologies psychiatriques, bien plus que la population générale. Et en plus, l'incarcération peut révéler des pathologies latentes. Concernant les psychiatres, on est sur des postes qui sont vacants. À titre d'exemple, on peut rappeler que 15,5% des postes de psychiatres n'étaient pas pourvus en 2015. La situation n'a cessé de se dégrader puisque le rapporteur de l'Assemblée nationale sur le budget de 2020 en prison parle même de pénurie générale de psychiatres.
Tout ça se mesure très concrètement. Si vous voulez entamer un suivi psychologique en prison, vous devez parfois attendre jusqu'à 8 mois, selon l'Observatoire national des prisons. D'accord, donc 8 mois pour l'accès à un psychologue et à un véritable suivi en prison. Très bien, c'est déjà l'heure de nous séparer. Merci à mes invités, merci Adèle, merci Zoé. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi notre émission. Nous espérons avoir pu vous aider à mieux comprendre l'accès aux soins des personnes détenues. À bientôt sur À vos droits. Bonne journée.